Bienvenue au Centre d'imagerie Léonard de Vinci. Nous vous proposons de partager avec vous notre expérience de l'échographie de la main et du poignet. Et Dieu sait que ce n'est pas toujours si facile. C'est vrai, mais avec quelques trucs et astuces, vous allez voir qu'on va très bien s'en sortir. Bon, ben on y va. Pour faire une bonne échographie de la main et du poignet, la première chose, c'est d'être installé confortablement, aussi bien le patient que le docteur. Nous vous conseillons cette disposition, un patient assis face à vous, les mains posées sur une table à bonne hauteur, les pédales de l'appareil accessibles et les deux mains accessibles de façon à permettre un examen comparatif le cas échéant. Vous pouvez profiter de ce temps pour interroger le patient. Bonjour. Bonjour. Examiner sa main, vérifier les points douloureux, les limitations, etc., etc. En ce qui concerne le matériel, outre un bon échographe, il est nécessaire de disposer d'une sonde linéaire de très haute fréquence, si possible d'une sonde de type club de golf pour accéder aux endroits anatomiques difficiles, et enfin de réglages adaptés aux structures superficielles. Pour ce qui est de cette présentation, nous vous proposons de la partager en trois parties: la face dorsale du poignet, la face palmaire du poignet et enfin en dernier lieu les doigts. Examinons d'abord la face dorsale du poignet. L'échographie de la face dorsale du poignet commence par une vue axiale. Il s'agit de repérer le tubercule osseux le plus saillant à la face dorsale qui correspond au tubercule de Lister. Sur le versant ulnaire, un balayage latéral permet de bien repérer l'articulation radio-ulnaire distale, interligne entre le radius et l'ulna. Une translation latérale, toujours vers le versant ulnaire, va permettre de repérer la gouttière ulnaire à la face dorsale de l'ulna. On repartira du tubercule de Lister pour repérer la gouttière des tendons extenseurs radiaux, puis on basculera sur le versant radial du poignet pour dégager la gouttière du radius ou gouttière radiale. À partir de cette coupe axiale, on progresse lentement en distalité pour voir disparaître progressivement la corticale du radius et voir apparaître les os de la première rangée du carpe. Il s'agit du scaphoïde, du lunatum et du triquetrum. Repérez ici, tendu entre le scaphoïde et le lunatum, le ligament scapho-lunaire hyperéchogène. Une translation de 1 cm vers le bas permet de voir apparaître le capitatum et à la face dorsale de cet os, tendu entre le scaphoïde et le triquetrum, le ligament scapho-triquetral. À partir de ce point et en prenant le triquetrum comme point fixe, on bascule la sonde vers le côté radial pour dégager le ligament radio-triquetral dorsal. La vue sagittale dorsale du carpe permet de repérer les reliefs osseux du radius, du lunatum et du capitatum et les différents interlignes articulaires. Ici, l'articulation radiocarpienne et son récessus synovial. Ici, le récessus médiocarpien. L'étude des éléments tendineux à la face dorsale se fait par un balayage progressif du versant radial au versant ulnaire. On étudiera successivement le premier compartiment, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième et le sixième compartiment dorsal. Si vous êtes perdu, souvenez-vous qu'il y a alternance d'un tendon long avec un tendon court. On repère à partir du tubercule de Lister le tendon long extenseur du pouce, le tendon court extenseur radial du carpe, long extenseur radial du carpe, court extenseur du pouce et long abducteur du pouce. Le premier compartiment dorsal du poignet est un tunnel ostéofibreux qui contient les tendons long abducteurs et court extenseurs du pouce.
Il est délimité en profondeur par la corticale du radius à hauteur de la gouttière radiale, en superficie par un fin rétinaculum. Chaque tendon est entouré par une gaine synoviale qui n'est pas visible à l'état normal. Le tendon long abducteur comporte de façon habituelle de multiples bandelettes tendineuses. Il se termine en distalité sur le tubercule radial à la base de M1. Une vue longitudinale dans l'axe des tendons permet de bien repérer en superficie de la corticale du radius les deux tendons du premier compartiment dorsal, le fin rétinaculum en superficie et de s'assurer par des manœuvres dynamiques de mobilisation du pouce que les tendons coulissent parfaitement sous le rétinaculum. Dans 50% des cas, il existe une variante anatomique qui consiste en la présence d'un septum. Ce septum correspond à cette fine image linéaire, à cette bandelette tendue de la corticale du radius au rétinaculum en superficie. Il sépare le premier compartiment dorsal en deux sous-compartiments contenant respectivement le tendon long abducteur et le tendon court extenseur. On repérera en superficie du premier compartiment dorsal du poignet la branche sensitive du nerf radial, cause du syndrome dit de Wartenberg et diagnostic différentiel de la ténosynovite de De Quervain. Le deuxième compartiment dorsal du poignet contient les tendons extenseurs radiaux du carpe, le court extenseur radial et le long extenseur radial. Ils cheminent verticalement à la face dorsale du carpe jusqu'à leur zone d'insertion distale, respectivement sur M3 et M2. La vue sagittale du carpe dans l'axe longitudinal du tendon permet de bien analyser l'insertion distale au-dessus de la jonction carpo-métacarpienne. Vous noterez sur ce balayage axial que les tendons du premier compartiment dorsal vont surcroiser les tendons du deuxième compartiment dorsal à environ 10 cm de la styloïde radiale. Une bursopathie entre les deux groupes tendineux va donner le high crépitant du poignet. Le troisième compartiment dorsal du poignet est adossé au tubercule de Lister. Il contient un seul tendon, le tendon long extenseur du pouce. Ce tendon, pour rejoindre la colonne du pouce, va surcroiser les tendons extenseurs radiaux du carpe, ce qui correspond au croisement distal du poignet. Le quatrième compartiment dorsal du poignet contient les 4 extenseurs communs des doigts, l'extenseur propre de l'index. Ils sont contenus dans une gaine synoviale commune. Le cinquième compartiment contient uniquement l'extenseur propre du cinquième doigt qui sera particulièrement vulnérable en regard de l'interligne radio-ulnaire distale. Le sixième compartiment dorsal du poignet contient le tendon extenseur ulnaire du carpe. Il est solidement maintenu dans la gouttière par un rétinaculum propre qui s'insère de part et d'autre de la gouttière sur le périoste. Ce sixième compartiment est recouvert en superficie par l'expansion du rétinaculum dorsal commun du carpe. Pour tester la stabilité du tendon extenseur ulnaire du carpe dans la gouttière ulnaire, on effectuera une manœuvre dynamique de supination forcée. La sonde est fixée à la face dorsale de l'ulna et suivra cette face dorsale pendant toute la manœuvre de supination. Le tendon se subluxe sur la berge médiale de la gouttière, puis revient en place dans la gouttière ulnaire lors du passage en pronation. Abordons maintenant la face palmaire du poignet. 2 coupes permettent de se repérer. La première, proximale, repère en dehors le tubercule du scaphoïde, en dedans le pisiforme. Au centre, le canal carpien qui contient les tendons fléchisseurs des doigts et
en dedans le tunnel de Guyon qui contient le nerf ulnaire et l'artère ulnaire. La coupe distale passe par le tubercule du trapèze en dehors, l'amulus de l'amatome en dedans. Le canal carpien est limité en superficie par le rétinaculum des fléchisseurs, tendu en dehors du scaphoïde, en dedans au pisiforme. Il est limité en profondeur par le relief osseux du carpe. Il contient le nerf médian et les tendons fléchisseurs des doigts. En dehors des tendons fléchisseurs communs des doigts, on repère le tendon long fléchisseur du pouce qui chemine dans une gaine qui lui est propre et qui est aisément reconnaissable grâce aux manœuvres dynamiques de mobilisation de la phalange du pouce. En superficie, les 3 tendons principaux de la face palmaire du carpe sont le tendon fléchisseur radial du carpe, le tendon long palmaire et le tendon fléchisseur ulnaire du carpe. Le tendon fléchisseur radial du carpe est facile à repérer en superficie du tubercule du scaphoïde. On le suit parfaitement jusqu'au tubercule du trapèze où il devient plus difficile à visualiser car il plonge sous ce tubercule. Il en est de même dans le plan sagittal où le tendon fléchisseur radial du carpe est parfaitement visualisé jusqu'à l'articulation scapho-trapézienne, puis il est plus difficile à voir lorsqu'il plonge sous le tubercule du trapèze. Pour visualiser l'insertion distale du tendon fléchisseur radial du carpe sur la base des métacarpiens, il faudra utiliser la manœuvre du levier de vitesse, qui consiste à décaler sa sonde en dedans, d'incliner sa sonde en dedans et de becquer cette sonde en distalité. Le tendon fléchisseur ulnaire du carpe est superficiel, présente une jonction myotendineuse relativement basse. Il est situé en superficie de l'artère ulnaire et va s'insérer sur le pisiforme. C'est le seul tendon qui n'a pas de gaine synoviale au niveau du poignet. Dans le plan sagittal, les tendons fléchisseurs comme le nerf médian ont un aspect fibrillaire. Le nerf médian se situe en superficie des tendons fléchisseurs et sous le rétinaculum des fléchisseurs du carpe. Dans le plan axial, le nerf médian présente un aspect folliculaire caractéristique. Commençons par l'appareil tendineux fléchisseur des doigts. Il y a 2 tendons fléchisseurs par doigt long. Rappelez-vous, le tendon fléchisseur superficiel se scinde, le tendon fléchisseur profond perfore. Le tendon fléchisseur superficiel se divise en 2 bandelettes latérales à hauteur de P1. Ces 2 bandelettes latérales contournent le tendon fléchisseur profond pour se situer sous ce tendon à hauteur de l'IPP. Puis, les bandelettes latérales viennent s'insérer sur P2, alors que le fléchisseur profond continue sa course jusqu'à son insertion sur la base de P3. L'anisotropie est utile pour différencier les bandelettes latérales du tendon fléchisseur profond. Les tendons fléchisseurs sont maintenus par des poulies cruciformes et annulaires. Les poulies annulaires sont visibles en échographie. Elles sont au nombre de 5. Les poulies impaires sont à hauteur des articulations. Les poulies paires sont à hauteur des phalanges. Les poulies sont faciles à repérer sous la forme d'atténuation des ultrasons de part et d'autre des tendons fléchisseurs. On a l'impression de visualiser des cheveux longs de part et d'autre d'une tête. Les poulies sont visibles sous la forme de bandes hypoéchogènes suspendues en superficie des tendons fléchisseurs. Ici A1 en regard de la MCP1, ici A2 en regard de la première phalange. Remarquez que la distalité de A2 est plus épaisse que sa partie proximale. Sur cette coupe sagittale, il est facile de repérer le tendon fléchisseur profond en le mobilisant grâce à une manœuvre dynamique consistant à ne bouger que la dernière phalange. Le tendon fléchisseur superficiel ne se mobilise pas et le tendon fléchisseur profond bouge. Pour tester les poulies, il est préférable d'utiliser des sondes de type club de golf. Il faudra réaliser une manœuvre de flexion contrariée en discrète arquée du doigt et se positionner à hauteur de la poulie que l'on veut tester, ici la poulie A2. La manœuvre de flexion contrariée montre l'absence de décollement du tendon par rapport à la corticale osseuse, ce qui signe l'intégrité de la poulie. Le tendon fléchisseur profond va s'insérer sur la base de P3. L'appareil extenseur du doigt est repéré en regard de l'articulation métacarpophalangienne.
Le tendon extenseur se divise en une bandelette médiane qui se termine à la face dorsale de P2 et en deux bandelettes latérales que l'on repère en regard de l'interphalangienne proximale du doigt. La vue sagittale est plus facile pour analyser l'extrémité distale de la bandelette médiane. On la voit s'insérer sur un méplat de la base de P2. Les manœuvres dynamiques de flexion sont utiles pour la mettre en tension. Au-delà de l'interphalangienne proximale, les deux bandelettes latérales vont se réunir, fusionner, puis s'insérer en distalité sur la face dorsale de P3. La vue sagittale en regard de l'interphalangienne distale permet de vérifier l'insertion distale de l'extenseur et d'effectuer des manœuvres dynamiques de mise en tension. Les bandelettes sagittales constituent les haubans qui sanglent le tendon extenseur à hauteur de la MCP. Elles sont visibles sous la forme de petites bandes hypoécogènes passant par-dessus et par-dessous le tendon extenseur. On les repère très bien à hauteur de la tête de M1 et on peut les tester en effectuant des manœuvres dynamiques de flexion des doigts. Pour cela, il faut laisser dépasser les doigts en dehors de la table et effectuer ces manœuvres en vérifiant que le tendon reste parfaitement centré et plaqué contre la corticale osseuse de M1. Contrairement au doigt long, il n'y a qu'un seul tendon long fléchisseur au niveau du pouce. Il est facilement repérable au niveau de l'éminence thénard car il se situe entre les structures musculaires et on peut le visualiser en mobilisant l'extrémité distale du pouce. On le suit ensuite parfaitement jusqu'en distalité. Il passe entre les sésamoïdes au niveau de la MCP, puis finit son trajet au niveau de l'insertion sur la base de P2. Pour explorer le ligament collatéral médial de la MCP1 du pouce, il faut placer un tube de gel sous le pouce afin de bien exposer la face médiale de l'articulation. Il faut ensuite positionner sa sonde en coronale en obliquant un peu la distalité en palmaire afin de suivre le faisceau ligamentaire qui est également oblique. Sur cette coupe coronale, on visualise parfaitement le ligament collatéral médial qui est tendu de la tête de M1 jusqu'à la base de P1. En superficie de ce ligament collatéral médial, on visualise une petite bandelette qui correspond à l'expansion de l'adducteur du pouce. Cette expansion de l'adducteur du pouce se situe donc en superficie du ligament collatéral médial et est reliée à l'appareil tendineux extenseur du pouce. Pour la mobiliser et bien la visualiser, il suffit de faire bouger le pouce par des petites manœuvres de flexion-extension, ce qui permet parfaitement de voir le mouvement de cette aponévrose en superficie du ligament collatéral médial. Merci d'avoir partagé notre expérience. Nous espérons vous avoir facilité les choses. Et maintenant, à vous de jouer. Au revoir.